mon petit-fils. Hein? Mon petit-fils que je garde en ce moment, parce qu'il y a grève. Pierre n'est pas là? Non. Catherine n'est pas là. Mais ouais. Je suis en train de faire les admissions, là, déjà. Je vois rien. Bonjour. Bonjour. Ah voilà, Méliès. Voilà, voilà. Bonjour. Bonjour, bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Alors, Patrick Bellamiche, Oui, Véronique Boucher. je viens de recevoir ton message. Bon, Oui, mais on en parlera. mais je sais bien. Bon, On en parlera. t'es tout seul ou Monsieur Landman est là déjà? Non, il arrive. Il va arriver, il m'a dit vers 9h. Bon, Ah, bon, Donc voilà. bon. On est quand même au local, vous voyez. Hein. Oui. Comme des braves. Voilà. Ah oui. Il y a quand même ma camarade Jeanne-Claire qui est là. Je vais venir vous dire bonjour. Notre camarade. Bonjour, camarade. mais on ne voit qu'une chaise. Hein, là. Bon, vous voulez me voir? Parce que j'ai mis une caméra. Voilà. Ouais. Ah, très bien. Là, te vois, ouais. Dis donc, il n'a pas l'air de faire chaud là dans le local. Hein. Bah là, j'ai mis le chauffage, ça va un peu mieux, mais bon, quand je suis arrivé, c'était pas terrible. Ouais. Viens dire bonjour, messieurs, dames, Jeanne-Claire. Bonjour. Bonjour, Alors, Jeanne-Claire. attends, où est-ce Elle a un que... masque, elle aussi. Ça, c'est là. quoi? Bah C'est oui, une caméra. FFP2 même. Eh oui, Oh. eh oui. Toutes les précautions sont prises là. Hein, parce que... Oui, oui. Vous venez Nous pas en alors? référerons aux autorités Bon, sanitaires. nous, on va boire du champagne hein, tout à l'heure. Très Ah oui, bien. d'accord. Ah, quand même. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonne année alors. Bonne année, bonne année. Bonne année, oui. Oui. Oui, meilleur vœu. Bon, alors la galette, elle est au chaud? Écoute, il y a Nora qui s'est annoncée venant avec un panettone. Ah, Donc, ce sera une galette façon Nora. Et puis, on a un peu de champagne, donc oh. on va... Ah là 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 là. Que je reconnaisse. Allô? Ah, j'arrive. Il y a quelqu'un qui est à la porte. Tu peux ouvrir, s'il te plaît. Merci. Oui, bonjour, Bonjour. c'est Alain Deniau. Ah, Alain Deniau. Bonjour, Alain Dagneau. C'est toi qui vas causer le prochain mercredi, Alain Deniau. Non, le 6 avril. Au mois d'avril, ah bon. Oui. D'accord. Ah, c'est Bella Biche. Oui. Bonjour Patrick. Il s'appelle Patrick. Oui, mais Patrick Landman aussi. Bien, bah, bonjour à tout le monde. Tu peux lui parler maintenant, sinon il y a n'importe quoi. Vas-y. Il faut que tu mettes mute. Hein. Comment Tu mets Tu mets quoi?
Bonjour Yakout. Bonjour, bonjour. Bonjour Bonjour. Christina. Et Christina, bonne année. Bonne année. Bonne année à toi aussi. Bonne année. Salut Christina. Bonjour, bonne année à tout le monde. Oui, bonne année. Ça va à Londres? Vous tenez le coup? Bah, c'est comme chez vous, hein. Ouais. Ouais. On n'a pas un Premier ministre qui fait des fêtes dans son jardin, nous. Bah Ah non, non, c'est que chez nous, ça. que chez vous. Oui. Que Qu'est-ce chez qu'on en, vous. qu'est-ce C'est qu'on bien en dommage Tout sait d'ailleurs. le monde. Qu'est-ce qu'on en sait? Oh, on le sait bien. Bon, personne n'a une histoire à raconter, hein. Ouais, avec cette épidémie, hein, Oui, oui, on en a marre, hein. on en a marre, oui. Comme disait un gamin là, au CNPP là, avant, on n'est pas sorti de l'aubergine, hein. Donc Patrick Landman n'arrive qu'à 9 heures. Ouais. Tu as Ah. des annonces? Tu as peut-être des annonces, Patrick, à nous faire. Oh, écoute, c'est pas pour tout de suite. Oui, les assises des soins psychiques, je pense que tout le monde a reçu donc l'information. Ouais, Voilà, donc tout le monde est invité, faites circuler l'info. C'est en route, c'est en préparation. ouais, le cercle soutient tout à fait ce mouvement. Ouais, bah écoute, ça serait même bien que. Oui, oui. Il y a déjà eu un message d'envoyé, oui, tout à fait. Tu as eu un message de? J'ai envoyé le message que le cercle soutenait. Ouais. Est-ce que d'autres associations analytiques, tu as eu le groupe de contact Alors, à. il y a une réunion dimanche soir au groupe de contact à Oui, laquelle je vais aller. oui. J'enlève un peu ça parce qu'il n'y a personne autour de moi. Donc, il y a une réunion du groupe de contact dimanche soir, puis j'en ferai part, hein, Bah, j'en ça parlerai. serait quand même pas mal. Ouais, Oui, ouais. mais ne rêvez pas trop, ne rêvez pas trop. Oh, ils ont fait un texte qui était pas mal, là. Leur dernier C'est vrai, communiqué, c'est c'est très vrai. bien, oui. Oui, oui. Ils Je ont, pense et puis alors là, ils essayent d'opérer un rapprochement avec Jacques-Alain Miller. Ah oui. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bah, ça sent quand même le roussi tout de même. Donc ils auraient effectivement, il vaut mieux faire front quand même, hein. Ah ouais, ça, je suis d'accord. Ouais. Moi, je suis complètement pour. Ça Bah n'empêche oui, pas que chacun garde ses spécificités Mais bah tout oui. à fait. et ses croyances. Et ses croyances. Mais bon, c'est pas le moment de se déchirer, là. Non. Non, parce qu'on a fort à faire, hein, avec tous ces milliards que les riches ont encaissés pendant la pandémie. Ils ont les moyens. Bon, mais enfin, si tu dis ça à Jacques-Alain Miller, je suis pas sûr que.
Ça va lui plaire. Non, mais on ne peut pas plaire à tout le monde. Enfin, j'en sais rien. Ce qui reste de son passé maoïste. Oui, on peut se poser la question. Ah, Patrick, Ouais. Ouais. je viens de recevoir sur la boîte mail du cercle quelqu'un qui n'arrive pas à se connecter. Martine Bergot. Eh ben, il faut lui dire qu'elle essaye parce que là, bon, tu as vu, j'ai pas eu de message pour l'instant négatif. Je vais lui renvoyer le lien. Il faut lui renvoyer le lien et puis Ouais. salut Nora. Voilà, il y a Nora qui arrive. Dis bonjour à la caméra. Non. La dame. Voilà. Bonjour la dame. Qui est-ce? Bonjour, madame. Qui est-ce? Là, c'est les gens du cercle qui sont là. Ah, bon, j'ai pensé que tu étais avec quelqu'un. Non, non, non. C'est des camarades du cercle, compagnons de route. De longue date. Voilà. Ouais, de très longue date. Après les 24 séances d'aujourd'hui, depuis le matin, je me suis dit, ça va pas de temps. J'ai acheté la chute. Mais c'est en train de vendredi, c'est ma journée donc je ne travaille plus. J'allais bien. Je commence à travailler lundi après-midi. Nora, tu as laissé la porte ouverte? Oui. D'accord, merci. Je parlerai le 23, Patrick, mais même, je peux envoyer le texte, peut-être avant, d'ailleurs. Je peux l'envoyer au groupe de contact, le texte. Oui. Hein, de l'annonce du forum. Il y a un autre forum qui va avoir lieu là aussi le 29, je crois. Oui, c'est ça. C'est Gori qui organise ce forum avec les psychologues qui sont en mouvement par rapport à l'idée d'un conseil de l'ordre et d'une prescription des psychothérapies, 8 psychothérapies d'État, voilà, avec un cahier des charges. Donc il y a les psychologues sont très mobilisés. Ouais. Beaucoup de jeunes psychologues sont très mobilisés, à la fois travaillent en institution et beaucoup de jeunes psychos installés en libéral. Donc on les a vus apparaître. Voilà, c'est une composante nouvelle. Ouais, sinon, oui, Patrick Landman est partie prenante des assises. Il co-anime un atelier justement avec Serge Klopp sur la question de la pluralité des approches, psychanalyse, neurosciences, comportementalisme. Voilà, c'est avec des gens qui sont invités de différents courants. Donc il a fait passer l'annonce sur sa liste déjà. Alors, il y a aussi un autre colloque qui est organisé par une association qui s'appelle CEPE. Alors, c'est Enfance et Partage. Enfin, je ne sais plus exactement le sigle. Enfance et Partage, c'est ceux qui étaient à l'origine de Pas de zéro de conduite, D'accord. etc., etc. Et ils organisent un colloque à partir d'un ouvrage qui est sorti pour réclamer une véritable politique de l'enfance. Et c'est intéressant parce que moi j'ai suivi un peu plusieurs fois leurs réunions. Il y a à la fois des gens qui travaillent dans le milieu médical, médico-social, mais il y a des juges, il y a des médecins de PMI, il y a beaucoup de médecins de PMI qui sont là-dedans, il y a des psychologues, enfin, etc., etc. C'est des enseignants aussi, donc des parents d'élèves. Donc ça brasse pas mal de monde. Et j'enverrai les informations. Ok. Nous sommes 13. 14, 15, 16, 17.
Donc, j'ai porté plainte.
Tu es bien sérieuse, Yacoub. C'est vrai. Ah oui. C'est sérieux ce qu'on va faire ce soir? Tout à fait. On remonte aux origines de la catastrophe Absolument. avec le DSM-3 6, 7, 8, 45 2022. Oui, je sais pas. Mais... Je suis sérieuse, tu trouves? Je sais pas. Peut-être. Un peu trop. Non, il est bon de rire aussi. Oh, c'est difficile en ce moment. C'est très difficile. Difficile en ce moment. Mais c'est d'hygiène mentale. Non, en ce moment, c'est difficile. Sauf peut-être de rire Ben oui, du gouvernement. non, on peut rire de ces clowns qui nous gouvernent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai qu'en ce moment, il y a de quoi rire. Oui. Hein, il y a de quoi rire. Il y a de quoi rire. Moi, de rire jaune, mais il y a de quoi rire si c'était pas si grave. C'est quand même compliqué, quoi. Non, c'est quand même compliqué. Non, c'est difficile de savoir quoi faire. On est un peu à l'arrêt sur plein de choses. Comme tu dis, oui. On a beaucoup bricolé, ça fait 2 ans qu'on bricole, tu vois, un certain temps. Mais je sais, je sais. Comment continuer à bricoler? m'est venu en lisant le livre de Jean-Claude Malval. Je ne sais pas si on peut le montrer à la caméra. Voilà, Jean-Claude Malval, La différence autistique, qui est... Il y a une préface de Jacques-Alain Miller où il parle d'un retour, entre guillemets, retour à Kanner, un peu comme il y a eu le retour à Freud, vous le savez, le célèbre retour à Freud de Lacan. Et du coup, ça m'a donné l'idée d'aller revoir, d'aller relire ce que Kanner avait écrit sur l'autisme. Et Kanner, en fait, a écrit une quinzaine d'articles sur l'autisme qui s'échelonnent entre 1943 et 1963, à peu près un peu. Tous ces articles n'ont pas été traduits en français. Je crois qu'il n'y en a qu'une petite tiers sur les 15 qui ont été traduits en français. Les autres, c'est en anglais. Et donc, sur la liste de diffusion, je m'apprête à diffuser ces articles et à les traduire pour que ça soit accessible au plus grand nombre. Alors, l'autisme, j'ai envie de dire, la psychanalyse, ça va peut-être vous paraître politiquement incorrect, mais la psychanalyse n'a jamais été dans de meilleures conditions intellectuelles concernant la question de l'autisme. Elle est dans une grande difficulté politique, dans une grande difficulté idéologique, mais théoriquement, je dirais tout ce qui faisait obstacle, qui faisait objection à la psychanalyse persiste, mais la psychanalyse peut percer beaucoup plus qu'il y a une trentaine d'années. Depuis 30 ans, on a assisté à une véritable régression de la pensée psychanalytique dans le champ de l'autisme. C'est plus le cas. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi je pense cela. Alors, et en quoi on peut, par un retour à Kanner, éventuellement justifier cette percée de la psychanalyse. Alors, la psychanalyse, vous le savez, n'a pas été, c'est pas un psychanalyste, tu le rappelais, Patrick, c'est pas un psychanalyste qui a découvert, en quelque sorte, qui a décrit la première, ce syndrome autistique qui s'appelle l'autisme infantile précoce, l'AIP, qui a été décrit en 1943 par Kanner. Il semblerait qu'il a été influencé par d'autres praticiens qui avaient immigré, qui n'ont pas eu, je dirais, l'occasion de faire valoir leur travail comme il l'a fait. Mais enfin, disons que c'est lui qui est resté dans l'histoire comme étant celui qui a le premier décrit cet autisme dont on peut se demander si c'est une pathologie, un syndrome, des symptômes. Enfin, ça, on en parlera éventuellement. Alors, Kanner a changé
a changé au cours de son évolution. Il a changé beaucoup sur la conception, je dirais, éthiopathogénique de l'autisme. Il est parti en gros d'une conception plutôt psychodynamique pour aboutir à une conception essentiellement biologique. Mais ce sur quoi il n'a jamais transigé, ce sur quoi il n'a jamais resté, je dirais, sur lequel il a une sorte d'invariant, c'est le syndrome clinique. Il n'a eu de cesse au cours de sa carrière que de faire en sorte que l'autisme infantile précoce soit autonomisé, à la fois, je dirais, par rapport à tout ce qui c'était les débilités mentales, je dirais les handicaps cognitifs majeurs, et d'un autre côté, tout ce qui était psychose et schizophrénie. Et c'est très, très marquant, c'est-à-dire autant il a évolué dans ses conceptions, je dirais, éthiopathogéniques, des causes éventuelles de l'autisme, autant dans la description clinique, il est resté relativement, même pratiquement invariant. Alors, il a, je crois, mis en avant deux concepts fondamentaux qui sont aloneness et sameness, c'est-à-dire en anglais la solitude et l'immuabilité. Ces deux concepts ont été laminés par la dernière édition du DSM, où on ne parle plus du tout de la même chose. Et malheureusement, je dirais, ces deux concepts n'ont pas été suffisamment repris, me semble-t-il, par les psychanalystes, alors que ce sont deux concepts cliniques tout à fait importants, même si il faut relativiser leur invariabilité chez les autistes. Alors, la question qui se pose, c'est-à-dire que Kanner a décrit un syndrome qui est donc un syndrome avec un certain nombre de signes et dont deux essentiellement invariants, qui sont donc la solitude et l'immobilité. Et il a, je crois, fait ça, il faut le savoir, à partir de 11 enfants. Il a fait son travail, ça a été sur 11 enfants. Il faut lire les observations de ces 11 enfants et on se rend compte que c'est vraiment une induction à partir de très peu. Alors que Asperger, lui, c'était 250 enfants. C'était pas du tout la même chose. C'est-à-dire qu'Asperger était beaucoup plus dans une perspective, je dirais, de recherche moderne, alors que Kanner a fait ça dans un travail à partir de 11 enfants, c'est-à-dire un tout petit groupe d'enfants, et il a trouvé l'autisme infantile, il a inventé en quelque sorte l'autisme infantile précoce. Vous vous rendez compte, à partir de 11 enfants seulement, il a eu une espèce de culot, de génie, de trouver là quelque chose qui était nouveau. Et pourquoi c'était nouveau? Parce que la pédopsychiatrie était naissante à l'époque. Elle avait commencé à voir le jour dans les années 25-30, mais elle était surtout influencée par ce qu'on appellerait l'adultomorphisme, c'est-à-dire qu'on essayait de transposer ce que l'on connaissait de la psychiatrie, de la nosographie des adultes sur les enfants, ce qu'on peut appeler un adultomorphisme. Lui, il a vraiment décrit quelque chose qui, à l'époque, n'était pas, je dirais, adultomorphe dans sa conception. Et c'est une des raisons pour lesquelles il s'est battu pour que ce ne soit pas confondu avec les psychoses infantiles ou avec la schizophrénie, qui était évidemment la schizophrénie infantile, qui était le prototype de l'adultomorphisme. Je ne conteste pas l'existence de la schizophrénie infantile, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec la schizophrénie adulte. De même que les psychoses infantiles ne sont pas transposables directement comme étant je dirais, des anticipations des psychoses adultes. On est dans un autre contexte. Mais c'était les mots qui étaient sortis qui étaient issus de la psychiatrie adulte. Alors, il y a quand même le mot autisme. Le mot autisme lui-même, vous le savez, la première occurrence de son apparition dans la nosographie psychiatrique, c'est Bleuler. Bleuler qui a, je dirais, supplanté Kraepelin, qui parlait de démence précoce, et Bleuler donc à propos de la schizophrénie. À propos de la schizophrénie. Et Bleuler a imposé le terme de schizophrénie.
Pourquoi? Parce qu'il a trouvé ce qu'on peut appeler un principe fondamental qui gouvernait la schizophrénie, c'était la Spaltung, la dissociation. Alors, je dirais est-ce que je vais amener de la même façon, je dirais Kanner a essayé de trouver un désordre fondamental qui gouvernerait l'autisme. Alors, vous allez voir la définition qu'il a donnée. Il a dit « Ce désordre fondamental est le commun dénominateur de tous les cas présentés dans mon article original de 1943. » Alors, c'est dans l'article qui s'appelle « Autistic Disturbances of Affective Contact ». Alors, il dit « Voilà, le désordre fondamental, vous verrez, c'est d'une très grande banalité. L'exceptionnel, le pathognomonique, le désordre fondamental est l'inaptitude des enfants à établir des relations normales avec les personnes et à réagir normalement aux situations depuis le début de la vie. » A priori, ça paraît vraiment ratisser très large, parce que bon, qu'est-ce que c'est que la norme des enfants qui… Alors, il y a quand même le concept de inaptitude, il y a le concept de relation normale et réaction normale, réagir normalement, depuis le début de la vie. C'est-à-dire, d'emblée, il a introduit l'aspect congénital. Je ne dis pas héréditaire, je dis congénital. C'est-à-dire que c'est depuis le début de la vie. Et là, en ce sens, il a tenu beaucoup à cette affirmation, dans la mesure où il avait les témoignages des parents qui disaient que depuis le début de la vie, l'enfant n'avait pas réagi comme les autres enfants quand ils avaient plusieurs enfants ou comme ils s'attendaient à ce que l'enfant réagisse. Donc, il y a eu d'emblée je dirais, une témoignage des parents qui allait tout à fait dans ce sens. Alors, il a aussi, je dirais, parlé de l'inaptitude des enfants. Donc, le terme d'inaptitude prouve qu'il faisait porter, je dirais, la responsabilité en quelque sorte causale sur l'enfant lui-même, sur la constitution de l'enfant. Il n'a pas introduit, même si après il a nuancé les choses, il a tout de suite introduit à ce qu'à son avis, depuis le début de la vie, l'enfant était inapte. Et que ce n'était pas, je dirais, dans l'interaction avec les parents que quelque chose pouvait naître, c'était d'emblée une inaptitude. Ça a quand même été oublié par les psychanalystes. Kanner avait dit ça dès le départ. Et il a ensuite parlé de relations normales avec les personnes et à réagir normalement aux situations. C'est-à-dire que l'interaction sociale et l'interaction affective étaient d'emblée perturbées chez ces enfants. Alors, évidemment, chaque mot est important et je dirais, chaque chose a eu une postérité, plus ou moins heureuse d'ailleurs, et je pense qu'on a eu tort de ne pas revenir à cette définition de l'autisme, et on s'est engagé, je crois, et on continue de s'engager dans quelque chose qui est en train de pourrir complètement le terrain de l'autisme, qui est ce que j'appellerais le militantisme. Alors, d'un côté, nous avons eu pendant longtemps un militantisme, je dirais, psychogénétique. Tout était psychogénétique. Un militantisme optimiste, d'ailleurs, où on pouvait guérir, grâce à la psychanalyse, on pouvait guérir les psychoses, on pouvait guérir les autismes, etc. On s'est heurté, malheureusement, au réel clinique est venu infirmer dans des grandes proportions cet optimisme, mais le militantisme persiste encore chez certains qui continuent de considérer que l'autisme est essentiellement une affaire psychogénétique. Et d'un autre côté, nous avons évidemment le militantisme scientiste, le militantisme, je dirais, réductionniste, qui bat son plein et qui vient grossir le rang des résistances à la psychanalyse. Alors, je voudrais quand même, je ne résiste pas au plaisir de vous citer Freud. Freud, c'était en 1916, donc il y a 105 ans. Écoutez bien, c'est dans Introduction à la psychanalyse. La psychanalyse a infligé au narcissisme humain une blessure majeure en mettant en évidence que le moi n'est plus maître de sa propre maison. Et de là, une révolte générale contre notre science. Le manquement à tous les égards que commande la civilité universitaire.
et une opposition qui s'est affranchie de tous les embarras d'une logique impartiale. On est en plein là-dedans. C'est-à-dire que moi, je suis président du conseil scientifique d'une association de parents d'autistes qui essaye de promouvoir une méthode développementale, et on se heurte absolument à ça, c'est-à-dire à des gens, des ultras, des familles d'autistes qui s'affranchissent de toutes les entraves d'une logique impartiale. Malheureusement, grâce à leur lobbying et à leur habileté politique, elles ont complètement envahi la bureaucratie sanitaire, l'administration sanitaire, et on est dans des grandes difficultés dans la mesure où on est dans un domaine où, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, la science n'a toujours pas délivré des choses véritablement suffisamment tangibles et suffisamment conséquentes. Du coup, c'est la place au militantisme comme disait, je ne sais plus, je crois, c'est une sociologue qui disait on a remplacé l'évidence-based medicine par le militantisme-based medicine, c'est-à-dire le militantisme-based medicine, c'est-à-dire la médecine basée sur du militantisme. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2012 avec les recommandations de l'HAS, qui sont des recommandations qui ont été faites dans l'opacité, et avec un lobbying majeur, et on sait très bien qu'elles ont produit des effets catastrophiques. Alors, donc, Freud avait déjà, il y a plus d'un siècle, il y a 105 ans, déjà perçu à quel point la haine de la psychanalyse, les résistances à la psychanalyse pouvaient donner lieu à ce type d'excès, ce type de militantisme excessif. Alors, j'en reviens donc à Kanner. Et Kanner, donc, qu'est-ce que c'est que cette immobilité, cette sameness? Il a beaucoup insisté sur la sameness, c'est-à-dire que l'enfant autiste a besoin d'avoir un univers qui soit, à ses yeux en tout cas, parce qu'en fait, il faut nuancer les choses. Parce qu'en fait, maintenant, avec les observations qu'on a, le recul qu'on a, on se rend compte que c'est plus compliqué que ce que disait Kanner. Mais il reste cette tendance quand même à la sameness, à l'immobilité chez les enfants autistes, c'est indiscutable. Alors, il faut au fond que rien ne bouge vraiment, que tout changement qui n'a pas été maîtrisé est une catastrophe, ça provoque des colères. Moi, j'en ai vu des tas dans les institutions, et en particulier, ça exige une pédagogie vraiment très spécifique. Quand, par exemple, on enseigne des choses à des enfants autistes, ou quand on va de bien montrer, de bien expliquer à l'avance ce qui va se passer, de façon à éviter qu'il y ait comme ça un bouleversement dans leur programmation, et des crises de colère qui peuvent être parfois extrêmement violentes et extrêmement dommageables. Donc, c'est sûr que dans l'autisme, la plupart du temps, les autistes dits de Kanner, on a cette immobilité à des degrés peut-être moindres que ce qu'on avait décrit Kanner, mais il y a cette immobilité. Alors là, on voit bien que la psychanalyse peut introduire quelque chose. Tout le monde connaît la différence que Lacan fait entre la tuché et l'automaton. Au fond, ça veut dire que ce qui est refusé par l'enfant autiste, c'est la tuché. Et ce qui est évidemment, du coup, survalorisé, c'est l'automaton. Je pense que tout le monde connaît la différence de la répétition tuché et la répétition automaton. Et pourquoi a-t-on ça? Je dirais la théorie lacanienne nous permet de penser qu'au fond, il y a, il n'y a pas de... Le S1 n'est pas véritablement intégré par l'enfant autiste. C'est-à-dire que son rapport au signifiant, son rapport au langage ne permet pas qu'il soit soumis à un S1. Mais, du coup, l'hypothèse, et Malval parle d'un gel du S1, moi je ne suis pas convaincu que ce soit le bon concept, un gel du S1, ça veut dire que le S1, quelque part, est vivant et qu'on peut le geler. Moi, je ne crois pas. Je pense que finalement, que ce serait peut-être même déjà une phase psychotique au départ de l'autisme, c'est-à-dire une sorte de forclusion du S1. Et cette forclusion du S1 ferait retour par des tas de S1, c'est-à-dire que c'est une succession de S1 qui fait qu'on est dans l'automaton. C'est-à-dire qu'il faut toujours qu'il y ait la même chose qui se répète et ça bouge, mais ça ne varie pas vraiment.
C'est-à-dire que c'est des S1 qui ne se font pas chaîne signifiante, justement, et qui sont pas, qu'il n'y a pas de S2. Et du coup, il n'y a pas véritablement, je dirais, amorçage d'une chaîne signifiante. Et du coup, on est dans cette répétition infernale du S1, jusqu'à ce que, avec le travail thérapeutique ou le travail… Et c'est une des raisons pour lesquelles les enfants sont si sensibles à l'éducatif. Parce que précisément, l'éducatif amène des S1 et du coup, ils peuvent beaucoup plus facilement que d'autres enfants, comme les enfants psychotiques, s'intégrer dans des perspectives éducatives et se soumettre, je dirais, à des projets éducatifs, justement par rapport à ça. Alors, c'est à développer, cette idée du S1. C'est pas moi qui l'ai inventée, elle est déjà chez Rosine et Robert Lefort, elle a été reprise par d'autres lacaniens, mais je pense que c'est une façon non pas d'expliquer, c'est une façon de décrire, c'est un narratif théorique qui permet de se repérer dans les symptômes de la… Alors, l'autre symptôme important dont j'ai parlé, qui est aloneness, la solitude. Alors, la solitude, c'est pas la même chose que la solitude, c'est pas un retrait. Là-dessus, Kanner est formel. Il dit autant quand Bleuler parle du retrait schizophrénique, c'est un retrait dans le monde intérieur, dans un imaginaire, appelons ça comme ça, du schizophrénie. Là, c'est pas du tout un retrait, c'est une solitude qui est finalement défensive par rapport, je dirais, au monde extérieur. Alors, est-ce que cette défense par rapport au monde extérieur est simplement, je dirais, un mécanisme lié à une hypersensorialité, au fait que c'est insupportable le monde, ou est-ce que c'est comme il n'y a pas de S1 qui soit vraiment établi, c'est un désordre, le monde extérieur est un désordre, parce que qu'on le veuille ou non, on attrape les choses avec l'aide des signifiants, et pas simplement dans la sensorialité pure. Et même quand on est tout petit, on sait très bien que les enfants sont très sensibles aux signifiants, même tout petit. Et donc, ce désordre du monde extérieur fait que c'est insupportable. Ça provoque probablement ce qu'on pourrait appeler des angoisses, après tout, appelons ça comme ça, chez l'enfant, qui fait non pas qu'il se retire, mais que du coup, il s'enferme dans quelque chose qui est justement un monde qui ne bouge pas et qui est un monde qui il se met à l'extérieur. Et la preuve, c'est que ces enfants, autant ils sont sensibles, ils aiment bien les objets. Moi, j'ai vu des tas d'enfants autistes qui se précipitent, qui ne vous regardent pas, qui ne regardent personne. Par exemple, si un enfant autiste arrivait là, il ne regarderait personne et il irait s'intéresser à ça, ou s'intéresser à l'ordinateur, ou s'intéresser à autre chose. Et ça, j'en ai vu des tas dans des consultations. C'est évident que l'enfant fonce et s'intéresse à une petite voiture ou un objet quelconque, mais pas aux gens, comme si les gens n'existaient pas. Pourquoi ? Parce que les objets, évidemment, on peut plus facilement, je dirais, dans l'automaton avec les objets qu'avec les personnes. Avec les personnes, on est toujours dans la tuquée parce qu'ils sont incontrôlables complètement, ils sont imprévisibles. Donc, cette solitude, c'est aussi une solitude pour éviter, évidemment, d'être confronté à ce qu'on pourrait appeler au désir de l'autre, à la demande qui reflète un désir chez l'autre. Et du coup, les objets, on est tranquille. D'où la propension des autistes, par exemple, à travailler avec des robots. Il y a maintenant pas mal de thérapeutes qui font des médiations avec des robots, parce qu'avec les robots, il y a quand même moins de tuquets qu'avec les humains, même si maintenant, avec l'intelligence artificielle, on arrive un peu à… Mais comment dirais-je, les autistes, ceux qui sont vraiment enfoncés dans leur autisme, je dirais, après, les choses évoluent, heureusement, ils sont beaucoup plus en rapport avec les objets qu'avec les gens de manière générale. Et on peut s'étonner que Kanner n'ait pas donné aux troubles du langage la même importance qu'il a donnée à l'aloneness et à la sameness. Alors qu'évidemment, nous qui avons une culture psychanalytique, et en particulier psychanalytique lacanienne, nous pensons qu'évidemment, les troubles du langage devraient être… Mais je trouve qu'il a eu raison, parce que la grande évolution du point de vue, je dirais, historique concernant la conception de l'autisme est venue dans les années 60-70,
quand on a découvert les travaux d'Asperger. Alors, j'ai un peu de mal quand j'ai annoncé à Patrick Mélamiche que j'allais appeler ça retour à Caner, il m'a dit ça vaut mieux que retour à Asperger. Évidemment, le nom d'Asperger évoque des choses abominables, puisque nous savons maintenant, c'est établi historiquement qu'Asperger a participé de la sélection des enfants. Il a repris en fond ce qui se passait au XIXe siècle, c'est-à-dire les enfants éducables et les enfants qui ne le sont pas. Et ceux qui ne l'étaient pas, alors au XIXe siècle, on les mettait dans des défectologies, c'était la défectologie, on les mettait dans des dépotoirs, mais bon, avec le l'hitlérisme, on a innové, on les mettait dans des chambres à gaz, où on les tuait d'une façon ou d'une autre. Donc il a participé de cette sélection, donc le nom d'Asperger devrait être, à mon avis, banni. Enfin, bon, comme il ne l'est pas, je suis obligé d'employer ce nom. Et la découverte du travail d'Asperger, qui n'a eu aucun contact connu, en tout cas avec direct ou indirect avec Caner, puisqu'en 1943, Asperger est nazi, dans le monde, pas nazi, mais il est dans le monde nazi, et Caner est à Baltimore. Je ne vois pas comment il aurait pu communiquer quoi que ce soit, et puis même avant, ils ne se connaissaient pas. Mais il y a eu des passages indirects, enfin bref, c'est comme ça dans le monde scientifique, il y a toujours des biais par lesquels les gens attrapent les concepts des autres. Mais il a décrit quelque chose que les psychanalystes ont eu beaucoup de mal à accepter comme étant l'autisme. Or moi, j'affirme en quelque sorte maintenant, à mon avis, par expérience, que le syndrome d'Asperger, c'est un véritable autisme. C'est la même chose que l'autisme de Skinner. C'est-à-dire que c'est pour ça que c'est-à-dire qu'il y a les mêmes. Simplement, ce qui est intéressant, et pourquoi? Parce que quand vous lisez, par exemple, le livre fabuleux de Trample Grandin, elle était absolument dans l'autisme de Kanner au départ. Et après, elle a écrit un bouquin, etc. Donc, on s'est aperçu, grâce à Laura Wing, donc cette Anglaise qui avait un enfant autiste, qui a donc remis au goût du jour le travail d'Asperger, on s'est aperçu d'une chose qui avait été un peu occultée, c'est-à-dire que les autistes n'étaient pas du tout des grands malades éternellement destinés à être ultra handicapés, mais qu'ils avaient des capacités cognitives, ils avaient des capacités intellectuelles, voire même des possibilités d'entrer dans le langage et aussi à un moindre degré dans l'affectivité, qu'on avait totalement méconnues. Alors, quand on regarde les 11 enfants du départ de Kanner, il n'y en a en gros que 2 qui ont eu vraiment un destin, les autres ont eu un destin plus ou moins pas handicapé, mais enfin un destin pas très normal, entre guillemets. Par contre, il y en a 2 qui se sont révélés totalement, qui ont eu une destinée tout à fait, je dirais, acceptable du point de vue de la norme statistique. Il y en a même qui ont eu un travail je dirais, de haut niveau. Donc déjà, on avait mis un doute sur le fait que la pathologie autistique conduisait nécessairement à un handicap très lourd, et surtout d'où l'idée de Bettelheim que c'était une forteresse vide, j'ai envie de dire, elle n'était pas vide. Alors déjà, est-ce que c'était une forteresse? Je ne le crois pas, mais en plus, elle n'était pas vide. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, et la grande découverte qui a révélé ça, c'est quand même le travail de Berger-Céline, donc cet autiste allemand, qui a écrit un livre et qui a écrit plusieurs, mais qui utilisait donc une machine pour écrire, puisqu'il ne pouvait pas lui-même écrire, et il utilisait des gens qui étaient capables de transposer ce qu'il disait par écrit. Mais c'est lui qui l'écrivait. Ça a même été contesté, en fait, c'est attesté que c'était évidemment lui, et il n'a jamais parlé. Il n'a jamais parlé, il ne disait pas un mot. Et d'un seul coup, il s'est mis à écrire grâce à une machine qui permettait d'écrire, une machine d'écriture, et il a révélé à quel point il avait une vie affective, une vie je dirais, intellectuelle, mais complètement clandestine, parce que comme il ne parlait pas, il passait pour un grand débile, ou en tout cas pour quelqu'un qui était incapable d'être socialisé. Et alors là, ça a été véritablement… Et les deux qui ont
Alors, ça a été repris par un psychanalyste allemand qui s'appelait Sock, qui a lui-même commencé à vouloir travailler avec cette machine, etc. Il a eu un succès relatif, mais ça a été traduit en français, le travail de Sock, et Bernard Goltz et Serge Lebovici se sont vraiment interrogés sur à quel point ça bouleversait les conceptions. C'est-à-dire un autiste de Kanner, non seulement c'était pas une forteresse vide, mais en plus il expliquait que c'était pas une forteresse. C'est-à-dire qu'il disait qu'il ne pouvait pas, mais à quel point il faisait des efforts pour aller vers l'autre. Et ben moi je dois dire, dans mon expérience avec les autistes, j'ai souvent vu les autistes chercher à entrer en contact. Chercher à entrer en contact avec l'autre, même ceux qui sont vraiment très, très sévèrement atteints, ils cherchent à entrer et ils se rétractent. Autrement dit, c'est pas une forteresse, c'est vraiment, je dirais, ils peuvent pas faire autrement. Donc c'est là où, je dirais, le concept de forteresse vide de Bettelheim est, à mon avis, totalement, en tout cas en grande partie, faux, parce que c'était ni une forteresse vide. Alors, en plus, Bettelheim, j'en viens puisque je parle de Bettelheim, a eu le grand tort de prendre la métaphore des camps de concentration. Parce que quand il a pris la métaphore des camps de concentration en disant bah, l'enfant est dans un environnement tel qu'il ne peut pas supporter, et moi, comme il a été donc à Buchenwald et à Dachau pendant plus d'1 an et demi, il a vécu donc l'enfer de ces camps de concentration, il explique que la seule façon de survivre, c'était de se barricader dans un monde intérieur, etc., pour éviter de... Alors évidemment, dire ça, ça impactait les parents. Ça voulait dire qu'ils proposaient à leur enfant un environnement comparable au camp de concentration. Donc évidemment, ça n'était absolument pas acceptable par les parents. Même si ce n'est pas ce que disait Bettelheim, il est certain que ça posait un véritable problème de dire qu'il y avait un mécanisme chez l'autiste qui ressemblait à ce qu'il avait connu. D'ailleurs, je ne crois pas qu'un autiste ressemble à ce que dans les camps de concentration on appelait les musulmans, c'est-à-dire les gens qui étaient vraiment au bout du rouleau et qui s'enfermaient dans un monde complètement, je dirais, avant de mourir, complètement détaché de toute sensorialité, de toute possibilité d'interaction avec qui que ce soit. Donc, je ferme la parenthèse sur Bettelheim, mais comme c'est quelque chose qui a été surinvesti par les ennemis de la psychanalyse, alors que lui-même n'était effectivement pas psychanalyste, il avait fait une première tranche d'analyse qui avait été interrompue par le nazisme, mais il avait quand même écrit dans le journal de l'International Psychoanalytic Association, dans le journal de l'IPA, et il avait quand même été cautionné par beaucoup de psychanalystes. Donc on ne peut pas complètement considérer que Bettelheim n'était pas dans le registre, enfin dans la sphère de la psychanalyse. Alors, vous le savez, les psychanalystes ont refusé que les autistes soient considérés comme des débiles mentaux, de la défectologie pour eux, etc. Ils se sont donc intéressés. Et les premières observations, il vient maintenant de soi, il est de plus en plus évident que le cas d'X c'est un cas d'autisme. Il avait été, à l'époque, Melanie Klein n'avait pas parlé elle parlait plutôt de schizophrénie infantile, elle, mais évidemment, tout le monde sait que c'est un cas d'autisme, au même titre que le cas de Joe de Bettelheim et d'autres cas. Donc, mais l'apparition donc sur la scène du travail d'Asperger avec ces autistes de haut niveau a complètement bouleversé l'image de l'autisme. C'est-à-dire que les autistes se sont mis à écrire. Et là, on voit une grande différence entre les écrits des autistes et les écrits des psychotiques. Dès qu'on est confronté à la psychose, on est confronté à leurs écrits. En général, les psychotiques adultes écrivent énormément. Et ils écrivent quoi? Ils écrivent, au fond, qu'ils ont soit fait une invention extraordinaire qui fait que c'est pas la raison pour laquelle ils sont persécutés, j'ai vu ça à différentes reprises, soit ils ont touché à un secret d'État, du coup c'est pour ça qu'on les a, ou d'autres choses, pourquoi on les persécute. Donc ils s'occupent de leur propre affaire et ils expliquent, au fond,
leur délire, ils l'étalent et ils leur donnent une interprétation rationnelle. Ils essayent de retrouver un monde rationnel, néo-rationnel, à quelque chose qui s'est littéralement effondré, avec ce retour de ce que Lacan appelle le réel. Chez les autistes, ce n'est pas du tout ça, les écrits d'autistes. Pas du tout, du tout, du tout. On ne parle pas de ça. Ils parlent, je dirais, ce sont des écrits qu'on pourrait dire militants. C'est-à-dire que ils écrivent pour la cause des autistes, ils racontent leur histoire, bien sûr, mais ils disent qu'ils sont encore autistes. D'ailleurs, Patrick disait j'ai récemment co-dirigé, et il y avait plusieurs personnes qui sont ici présentes, Dominique Torres-Landman, Nora Markman, ont fait une contribution à ce livre, qui est une contribution, à mon sens, très intéressante, sur ce que les psychanalystes apportent aux personnes autistes. Et donc, il y avait un autiste qui est militant de l'autisme, qui a participé à ce livre, qui a fait une contribution tout à fait intéressante. Et évidemment, j'ai laissé passer, j'ai eu tort, une phrase qui est « anciens autistes ». Anciens autistes. Je crois que c'est une phrase qui a été proposée par Denis Ribal, parce que c'est une phrase qui est, je dirais, qui est issue de la culture psychanalytique, en particulier de la culture psychanalytique anglaise. C'est-à-dire que quand le syndrome d'Asperger est arrivé sur la scène, à part Frances Tostin, mais Metzger en particulier, pas uniquement, mais même sur la scène anglo-saxonne, disons, on a Margaret Mahler, etc., on considérait que c'était post-autistique, que ce n'était pas vraiment des autistes, que donc on ne pouvait pas les rattacher complètement à l'autisme, ce qui, à mon avis, est une erreur clinique. C'est totalement la même chose, à mon avis. Le syndrome. D'ailleurs, maintenant, on parle d'autisme de haut niveau, donc on remet les choses, je dirais, sur les mêmes fondations. Mais du coup, on parlait d'anciens autistes ou de post-autistiques. Et ce qui est intéressant, c'est que ce monsieur, donc, a été furieux qu'on ait mis ça. Et il a menacé de retirer sa participation. Il a voulu que l'on change, ce qu'on a fait en partie, mais c'était difficile parce que le livre était déjà édité. Mais enfin, on a quand même fait en sorte que ce soit changé, parce que pour lui, on ne peut pas être un ancien autiste. C'est impossible. C'est une affaire identitaire. Alors là, on voit bien la sameness, c'est-à-dire il n'est pas question, ça tombe comme un S1 et on ne peut pas le bouger. C'est-à-dire, ou alors on le remplace par un autre S1, mais bon, ce n'est pas possible de faire ancien. On ne peut pas être ancien autiste. Il n'a absolument pas cédé là-dessus. Donc nous, on a évidemment cédé parce que, je veux dire, on n'avait aucune raison d'agresser ce monsieur qui est adorable par ailleurs et qui a fait une contribution extraordinaire. Mais c'est là où on se rend compte que l'autisme des psychiatres, ou des psychologues cliniciens ou des psychanalystes n'est pas l'autisme, je dirais, de ceux qui se réclament de cette identité. Et c'est une affaire identitaire. Et on ne doit pas y toucher. Donc, il n'y a pas d'anciens autistes. Alors ça, c'est une chose qui est évidemment, dont on n'avait pas soupçonné l'existence, et que toute l'école anglaise, jusqu'à un dernier point, sauf Frances Tostin, qui est un peu à part, je dois dire, a toujours pensé qu'on pouvait sortir un enfant de l'autisme, et que ça ne veut pas dire qu'il était guéri, hein. Ils sont quand même pas, ils ont fait un travail extraordinaire, ces gens-là, mais on pouvait sortir. Et alors, ça rejoint quoi? Ça rejoint cette idée qu'il n'y a pas d'anciens autistes, ça rejoint l'idée d'une structure, évidemment. Existe-t-il une structure autistique comme il existe une structure perverse, une structure névrotique, etc. Et en plus, on sait très bien que parmi toutes les structures, on peut avoir une structure névrotique et être extrêmement malheureux, avoir un destin épouvantable, on peut avoir une structure psychotique et avoir un destin quand même beaucoup plus heureux que certains névrosés et faire des choses extraordinaires. Donc ça ne préjuge pas dans quoi que ce soit de quelque chose ni de pathologique, ni nécessairement de tragique. Donc l'autisme serait-il une structure? Alors c'est quelque chose qui a déjà été évoqué par les Lefort, qui en avait fait une structure. En même temps, ils ont tellement élargi, quand on lit leurs derniers ouvrages, ils ont tellement élargi cette histoire de structure que finalement, ils parlaient d'Einstein, ils parlaient
qui encore, je sais plus, enfin bon, moi je savais plus trop de quoi il parlait à la fin. Du coup, il faut remettre un peu de rigueur. Alors, ceux qui s'intéressent vraiment à la question de savoir s'il existe une structure autistique, actuellement, celui qui défend le plus cette thèse, c'est Jean-Claude Malval. Jean-Claude Malval, donc, son bouquin, la différence autistique. C'est sur les téléphones. Voilà. C'est bon là? Oui. Ok, parce que je vois la... Non, non, mais là, c'est bon. les téléphones. Ok. Bon, donc, il explique que, bon, pour lui, il y a une structure autistique. C'est vrai que, et à différencier des psychoses, et en particulier de la schizophrénie, les écrits des psychotiques ne sont pas les écrits des autistes, c'est indiscutable. Le rapport, il n'y a pas d'ironie. Dans la schizophrénie, il y a une ironie, il n'y a absolument pas d'ironie chez les autistes, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. L'autisme ne se déclenche pas. Ça, c'est dans Kanner. C'est l'autisme depuis le début de la vie, et on le sait maintenant avant même la naissance. Il semblerait qu'il y a déjà des problèmes. Dominique a fait un exposé tout à fait intéressant sur le dernier livre d'Annick Beaulieu sur cette question, c'est-à-dire que déjà, dans l'utérus de la mère, on voit des différences qui sont susceptibles, je dirais, potentiellement d'entraîner un syndrome autistique. Alors, Mahler, vous le savez, elle a fait la psychose symbiotique, Metzger a fait beaucoup de choses également, il y a toute l'école kleinienne et aussi l'école winnicottienne. Alors, il y a aussi quelqu'un en France qui a quand même travaillé énormément sur la question de l'autisme, c'est Maud Manoni. Alors, Maud Manoni, elle a quand même, je dirais, eu le mérite de créer une institution qui était une institution ouverte, Bonneuil, qui existe toujours, qui est actuellement dirigée par l'association dont la présidente est Catherine Vanier. C'est une institution qui a été vraiment innovante. Je veux dire, elle a été aussi innovante, à mon avis, que ne l'avait été le Toscaïès avec Saint-Alban. C'est-à-dire qu'elle a vraiment ouvert l'institution, elle appelait ça une institution ouverte, et les enfants autistes pouvaient, je dirais, aller à l'époque c'était possible, dans les années 60-70, c'était tout à fait possible. Alors, elle a dans certains écrits qu'on peut, si on veut vraiment les séparer du reste du contexte, elle a écrit des choses qui étaient peut-être plus discutables, mais globalement, c'est quand même quelqu'un qui a amené, je dirais, dans le champ de l'autisme en France, des choses vraiment essentielles. Et elle a en particulier, non seulement elle a fait de la théorie, mais vous savez que Maud Manoni était lacanienne, évidemment, elle était en analyse avec Lacan, mais qu'elle a été envoyée par Lacan en Angleterre pour faire un contrôle avec Winnicott. Donc, je dirais qu'elle est devenue lacano-winnicottienne, ce qui est une double référence très intéressante. Et ces livres, moi, m'ont beaucoup apporté sur la question de l'autisme. Et il semblerait qu'elle avait des doutes sur la congénitalité de certains autismes. Elle pensait qu'effectivement, les autismes étaient... Enfin, Dominique en parlera, qui a connu Maud Manoni. Moi, j'ai très peu connu Maud Manoni. Je suis arrivé dans son association après la séparation avec Patrick Guillaumard. Donc, je n'ai pas du tout connu cette scission. J'ai connu d'autres remous, mais pas ceux-là. Donc, et c'était drôle parce qu'elle m'a reçu, Maud Manoni, et je lui ai raconté mon cursus analytique, et je lui ai dit, il y a un symptôme, j'ai dit, mais bon, je voulais devenir psychanalyste assez rapidement, etc. Et elle m'a dit en rigolant, en fait, vous m'expliquez que vous êtes débarrassé de beaucoup de symptômes. Le seul symptôme, semble-t-il, dont vous n'êtes pas débarrassé, c'est celui de devenir analyste. Ça m'a fait beaucoup rigoler. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui avait une ouverture d'esprit incroyable. Alors, elle a écrit des choses plus discutables, en particulier sur la jouissance des mères. Mais bon, il faut voir un peu le contexte dans lequel les choses se passaient. Il y avait une doxa et qu'on avait tendance à
je dirais, interpeller les mères qu'on voyait un peu tardivement, en particulier avec des enfants qui avaient déjà 2-3 ans. Et ce qui a sauvé je dirais, la conception qu'on pouvait avoir de l'interaction entre les parents et l'enfant, ce sont les vidéos familiales, les observations qui ont été faites. Les premières ont été faites en Italie, et c'était sur le même mode que Esterbix, c'est-à-dire qu'il fallait faire de l'observation, et donc on demandait aux parents de filmer un certain nombre de scènes familiales, et on s'apercevait que les mères avaient, en général, avec les enfants autistes, avaient tenté vraiment de façon très, très, très dynamique et très insistante de les stimuler, de tenter d'avoir une relation, d'entrer en relation avec eux, et quand ils n'y arrivaient pas, au bout d'un certain temps, elles s'effondraient. Et du coup, mais quand vous lisez Kanner, il parle lisez les 11 observations de Kanner, il n'est pas tendre avec les parents. Hein. Il est terrible. Il explique en gros que les parents sont des autistes, comme on dit, une psychose blanche, c'est des autistes blancs, c'est-à-dire que ce sont des gens, il parle des pères très obsessionnels, des mères froides. Alors, le terme de mère réfrigérateur, c'est Kanner. Oui. On l'a attribué à Bettelheim, mais ce n'est pas lui, c'est Kanner qui en a parlé. C'est Kanner qui a parlé là. Autrement dit, à une époque, il a commencé par dire que les parents évidemment, il recevait des enfants qui avaient 4 ans, 5 ans, 6 ans. Alors, il y avait tout un passé dont il ignorait. Et qu'évidemment, il disait que c'était des parents très durs, très froids, inaffectifs, etc. Et il le dit dans ses observations. C'est ça, il n'a jamais lâché jusqu'au bout. Hein, il n'a jamais lâché ça. Ouais. Absolument. Autant il a dit que c'était biologique, autant sur cette question-là, il n'a jamais lâché. Ça, c'est un type très intéressant parce qu'il a accepté les contradictions, il avait une certaine flexibilité. Mais sur le plan clinique, il n'a jamais lâché sur l'essentiel de ce qui lui paraissait l'essentiel du syndrome. Parce qu'évidemment, les psychanalystes ont voulu annexer, englober l'AIP, l'autisme infantile précoce, dans le cadre des psychoses infantiles, dans le cadre même Mises était quand même, avec sa disharmonie évolutive, sa disharmonie psychotique, il avait tendance lui aussi à englober l'autisme. Enfin, en tout cas, il n'était pas nécessairement opposé à l'idée qu'il y avait beaucoup de points communs entre les psychoses et ça. Alors, c'est possible qu'il y ait des points communs, mais ça n'empêche que c'est 2 syndromes cliniques, 2 entités cliniques très différentes. Donc, si on faut faire un retour à Kanner… Et il a des degrés différents. Oui, il y a des degrés différents. Si on fait un retour à Kanner, il faut vraiment lire Kanner, lire exactement ce qu'il a dit et en tirer, réactualiser. Alors, il y a des choses qui ne sont pas, je dirais, aussi catégoriques maintenant, on le sait, mais c'est d'autant plus important de resserrer les choses autour je dirais, du fondamental, parce que on a une dilution totale actuellement avec le DSM-5, le spectre, fait qu'on est dans un registre dimensionnel et plus du tout catégoriel, et du coup, on va bientôt être tous autistes, effectivement, à des degrés divers, ça devient quelque chose de… Alors, là, la nouvelle conception, c'est-à-dire que… Vous rappelez de la définition, la question, le syndrome fondamental dont a parlé Kanner. Il a parlé de difficultés, normalement, il rajoute normalement. Alors ça, évidemment, ce n'est plus d'actualité. Actuellement, on n'a plus la norme, et puis en dehors de la norme, on a ce qu'on appelle la neurodiversité, c'est-à-dire qu'on ne peut plus considérer… Pourquoi ? Parce que c'est l'influence finalement des sciences cognitives. C'est-à-dire que à partir du moment où l'enfant autiste, on lui dénie une vie psychique, il est quelqu'un qui a un cerveau, il est son cerveau, et il n'a pas la possibilité de traiter l'information convenablement, selon la norme statistique. Mais comme on sait maintenant, avec les écrits des autistes de haut niveau, qui ont été des autistes de Kanner, qu'ils ont une richesse cognitive extraordinaire, ils ont des capacités cognitives
de mémoire en particulier. Je pense à Heinemann, par exemple, évidemment, qui a popularisé dans les années 70 ces autistes de haut niveau. Et d'ailleurs, le vrai Heinemann existe, hein, il est toujours vivant, il fait des conférences, il est maintenant très âgé, mais il continue de faire des conférences. Et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est des conférences ou des shows, d'ailleurs, c'est un peu ambigu. J'ai vu à la télé un reportage sur le vrai Heinemann, dont s'est inspiré le film bien célèbre avec Dustin Hoffman. Alors, évidemment, comme on sait qu'ils ont des capacités, etc., on peut dire qu'ils traitent l'information autrement. Donc, ce n'est pas une anomalie, c'est une diversité humaine, et que donc, en plus, ça rentre dans l'idée inclusive, dans l'idée de non ségrégative. Il faut accepter la diversité, il faut accepter donc cette neurodiversité. Bon, c'est un autre débat. Je pense que ça pose tout un tas de problèmes. Il faut savoir qu'on se heurte à cela et que les psychanalystes ne nient pas la diversité, ne nient pas, mais les premiers quand même qui ont cherché à inclure les autistes, par exemple Maud Manoni, a cherché l'inclusion des autistes. Simplement, évidemment, il y a des étapes pour cette inclusion, il y a des limites, il y a des exclus de l'inclusion. Enfin, c'est un vrai problème. Donc, la neurodiversité, c'est une belle affaire, mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça dans la réalité clinique et dans la réalité tout court. Alors, je ne sais pas, je vais peut-être arrêter maintenant. Comme tu veux. Comme il est, je ne sais pas si il est déjà 22h. 22h. 22h, je vais peut-être laisser. Merci beaucoup, Patrick. Il y avait bien d'autres choses encore à vous dire. Mais oui, peut-être que s'il y a des questions, ça permettra de préciser un certain nombre de choses. Ouais. Moi, je voulais reprendre 2-3 points quand même. D'abord, parler de cette évolution de l'autisme. C'est-à-dire que ce qui est devenu l'autisme maintenant. Hein. Tu parlais d'identité tout à l'heure. Hein, alors, c'est peut-être aussi vis-à-vis de cette tendance que tu parles de retour à Kanner, qui est une sorte d'identité qui se veut opposer à une certaine norme, hein, une normalité. Hein. Ouais, ouais. Hein, mais il y a Céline Borel, qui est sociologue, elle dit que l'autisme, c'est devenu une catégorie sociopolitique maintenant, hein, et qui se trouve au croisement de trois dynamiques: la mobilisation associative, ce que tu as dit, hein, les controverses scientifiques et l'évaluation de l'action publique. C'est-à-dire la façon dont les politiques se sont emparés aussi de cette question, hein, parce que ça aussi, c'est pas rien. Hein. Et d'ailleurs, dans ce croisement de ces trois catégories, il n'y a absolument rien de médical ou de psy ou de quoi que ce soit. Ça a été complètement exclu. Hein. Et d'ailleurs, même dans le DSM-5, pas Kanner, mais l'autisme de... Pardon ? Asperger a été mis en dehors parce qu'il y a eu des protestations des Asperger qui ne voulaient pas être dans la même catégorie, etc. etc. Donc, en plus, l'autisme a pris une sorte de valeur sociale, hein, puisque pour un certain nombre de gens, ça leur permet d'avoir des moyens. Donc, il y a toute cette dimension politico-sociale qui s'est mise en place avec les questions de handicap, etc. autour de l'autisme. Et l'autisme a été ce qui a permis qu'il y ait une espèce de bascule. C'était un point de bascule où on a changé complètement de paradigme au niveau du soin psychique, hein, on peut dire, hein, et avec l'arrivée des méthodes rééducatives en masse. Hein. Il ne faut pas qu'il y ait de méthodes éducatives ou rééducatives. Il y en a toujours eu de toute façon. Mais pas exclusive. Voilà. Donc c'est toute cette dimension politique de l'autisme qui me paraît quand même assez importante. Politique et culturelle.
Et culturelle, oui, et la place que la psychanalyse ou les psychanalystes peuvent avoir par rapport à tout ce mouvement. Hein. Parce que, bon, je reviens un petit peu en arrière pour la question du langage. Dire que les autistes ne sont pas dans le langage, moi, je ne crois pas. Je crois que tous les êtres humains, à partir du moment où ils naissent, ils sont dans le langage. Ils l'acceptent ou ils ne l'acceptent pas. Hein. Ils sont en réaction, ou ils le refusent, mais ils sont dans le langage à un certain degré. Quoi, hein. Je ne pense pas que l'autisme pur, ça existe. Hein. D'ailleurs, le concept de Frances Tostin d'autisme primaire, Ouais. elle l'a abandonné. Elle a Ouais. reconnu que c'était Alors, je voudrais juste revenir donc à la question. Tu parlais de structure, d'autisme, sur la question de la structure. Ce qui amène à s'interroger aussi sur, je crois, dans le fond, quand on fait un diagnostic d'autisme, puisque maintenant c'est des diagnostics qui sont complètement préétablis et bon, qui ne sont pas aussi simples qu'on voudrait nous faire croire hein, non plus. Hein, parce que ce que tu décrivais tout à l'heure dans l'immuabilité, la colère, c'est des choses qu'on retrouve chez certains enfants qui ne sont pas du tout autistes, hein, qui sont capables de faire des colères parce qu'il y a un petit truc qui a bougé à un moment donné. Et c'est un symptôme qu'on retrouve chez des enfants dits normaux, entre guillemets. Moi, j'en ai vu, hein. J'en ai rencontré plusieurs comme ça. Et donc, le diagnostic n'est pas évident. Et donc, quand on travaille à partir de la psychanalyse, la question, c'est ce qui se passe au niveau du transfert. Hein. Alors, quelles sont pour toi les implications de cette structure autiste, si elle existe, au niveau transférentiel et voilà, c'est ma question. Je pense deux choses. Je pense que tous les psychanalystes n'ont pas les qualités requises pour s'occuper des autistes. Je pense qu'il faut avoir un certain type de... Il faut avoir je dirais, une neurodiversité. Il faut avoir une flexibilité psychique et une patience et une capacité d'endurance, de tolérance qui n'est pas nécessairement, je dirais, l'apanage de tous les psychanalystes. Pourquoi ? Parce que, et bien évidemment, ça peut susciter un contre-transfert massif d'avoir un enfant qui t'ignore totalement, qui, dans le meilleur des cas, prend la main pour obtenir quelque chose sans parler, comme j'en ai vu, ou tout simplement t'utilise comme un objet, et en aucun cas, et dès que tu t'approches un peu trop de sa sphère, va immédiatement te rejeter et se sentir agressé, etc. Bon, c'est un schéma. Chaque enfant est différent par définition. D'ailleurs, c'est une grande victoire de la psychanalyse qu'actuellement, les méthodes qui arrivent sur le marché sont des méthodes qui tiennent compte de la singularité des enfants, qui sont de leur affinité, qui tiennent compte de leurs désirs, qui tiennent compte de leur, je dirais, de leurs désirs. Et ça, c'est nécessaire quand on veut s'occuper d'autistes. Si on veut que l'autiste engage un transfert qui permet éventuellement après de le subjectiver, de le faire progresser sur l'interaction subjective, eh ben, il faut du temps, il faut de la patience, il faut, je dirais, une certaine flexibilité pour y arriver. C'est-à-dire qu'il ne faut à la fois pas attendre que ça se passe parce que ça ne se passe jamais tout seul, mais il faut intervenir et en même temps de façon extrêmement, avec beaucoup de tact, et on échoue 20 fois, 30 fois, 40 fois, et la 41e fois, on arrive à entrer en contact et c'est incroyable, c'est quasiment miraculeux. Enfin, il y a des tas d'exemples de thérapeutes, de psychanalystes qui ont travaillé avec des autistes qui montrent qu'à un moment donné, hop, quelque chose arrive. Bon, l'expérience des Lefort, on voit bien, bon, à un moment donné, Marie-France, je crois qu'elle s'appelle Marie-Françoise, la gamine, je crois. Nadia. Hein? Nadia. Ouais, donc elle arrive à
à entrer en contact avec elle de façon un peu… Donc le transfert n'est pas gagné du tout. Le transfert est, je dirais, est pas du tout établi d'emblée, loin de là, mais il est possible, il est toujours possible, à condition d'y mettre le tact, la patience et l'intelligence nécessaire. Donc il y a un transfert, les enfants autistiques font un transfert, c'est indiscutable, mais ça ne se passe pas comme ça. Alors que les enfants psychotiques, d'emblée, te rentrent dedans, la plupart du temps, ils sont là, ils te racontent des histoires, ils t'envahissent. Donc c'est une modalité de transfert, d'envahir. Donc c'est des schémas, parce que chaque enfant est différent, mais quand même, c'est des repères. Ce n'est pas que des schémas, c'est aussi des repères. Donc oui, tu as raison, cette question du transfert a été opposée à la psychanalyse en disant comment on pouvait faire, puisque vous travaillez avec le transfert, ben oui, on peut y arriver à condition de prendre son temps. Et ceux qui travaillent avec des autistes, il suffit de lire les observations, par exemple, de Frances Sostin. Elle montre bien comment elle a réussi à entrer en contact avec certains enfants qui étaient complètement barricadés dans leur monde autistique et comment elle a réussi ça. Donc oui, le transfert est possible, mais à certaines conditions. Et avec la dimension institutionnelle aussi. Avec la dimension institutionnelle, absolument. C'est-à-dire que c'est un transfert à plusieurs. C'est un transfert à plusieurs. Ça, c'est plutôt comme ça se voit avec les psychotiques, ça c'est sûr. Oui, mais je dirais, en travail individuel avec les enfants psychotiques, d'ailleurs, Nora a fait une très bonne contribution sur cette question en CMPP. On peut très bien arriver à un travail psychanalytique avec les enfants. Alors, il faut quand même dire que je ne considère pas que la psychanalyse soit, je dirais, le traitement unique, majeur et fondamental pour les enfants autistes. Il y a d'autres choses à faire avec eux, évidemment. Ça ne peut jamais être fait seul. Il faut toujours que ça soit accompagné de méthodes éducatives, de méthodes rééducatives, voire de bien d'autres choses. Mais ce qui fait florès en ce moment, c'est l'influence de la psychanalyse qui revient. C'est pour ça que je disais qu'il y a des opportunités incroyables. Ce sont les nouvelles méthodes, comme les méthodes par le jeu, par les affinités, en particulier les affinités des enfants, au lieu de considérer que… Et puis, ce qui est important, ce qui a eu lieu dans la culture aussi, c'est quand même l'arrivée sur le terrain, je dirais, des autistes eux-mêmes, qui se sont organisés, et qu'il y a un militantisme autiste. Malheureusement, le plus grand représentant sur l'ANEC… Militantisme autiste, ça sonne un tout petit peu compliqué. Non. Ils militent pour la cause autiste. Oui, d'accord. Militantisme autiste, ça… C'est un pléonasme. C'est un pléonasme. Oui, c'est ce que je veux dire. Militantisme des personnes autistes. Oui, si tu veux, oui, c'est ça que je voulais dire. Militantisme des autistes. Non, mais ce n'est pas autiste au sens d'un adjectif, militantisme des autistes. Et donc, ce militantisme-là n'est pas tellement développé en France. Chovanec, qui est quand même le grand représentant, il est parti de France. Mais ces gens-là jouent un rôle très important, je dirais, pour montrer à quel point les méthodes intensives comportementales sont une violence à l'égard des enfants. Et ce sont je dirais, bon, il y a Michael Dawson, évidemment, qui en a parlé, mais en France, il y a de plus en plus de voix, et celui qui a contribué dans l'ouvrage dont je parlais, là, sur ce que les psychanalystes ont posé, il est très clair là-dessus. Il est absolument opposé aux méthodes comportementales intensives, considérant que c'est du dressage violent, et c'est rien d'autre, et que ça va à l'encontre des affinités des enfants autistes qu'il faut absolument barrer. Mais Chovanec, il dit des choses contradictoires. Moi, j'aime mieux Tammet, qui, lui, a une position beaucoup plus… C'est un Anglais qui vit en France et qui a une position… il faut l'inviter, il faudrait que le psychanalyste l'invite. Il n'est pas du tout favorable à la psychanalyse, mais il a des choses à dire qui sont vraiment très, très intéressantes. Et je pense qu'il faudrait l'inviter plus souvent à travailler avec lui, parce que vraiment, c'est quelqu'un qui amène des choses très importantes. Et il y a tout un tas de parents, de grands-parents qui ont cherché des méthodes
à partir de leur propre enfant, de leur propre petit-enfant. C'est le cas pour la méthode des 3I, c'est ces deux grands-mères qui se sont mobilisées, mais c'est les parents, pour l'affinité de thérapie, ce sont des parents. C'est finalement, on revient au cas par cas, c'est-à-dire que c'est des méthodes qui sont parties d'une expérience et à partir de là, on fait une induction, mais la méthode doit être appliquée à chaque cas différemment, ce qui évidemment n'a rien à voir avec le protocole de la méthode d'APA, et qui sont des méthodes intensives et purement rééducatives, comportementalistes, et qui surtout cherchent à mutiler les enfants autistes de leur centre d'intérêt, de leur affinité, comme étant considérés comme sans intérêt, perte de temps, asocial, etc. Donc c'est leur doxa. Mais alors, et ça a un impact important. Parce que ces écrits de ces autistes de haut niveau, eh ben, ils sont lus et je dirais, ils s'organisent de plus en plus et du coup, leur voix se fait entendre. Malheureusement, en France, pas suffisamment, parce que c'est pas des gens qui militent pour la psychanalyse, mais qui, d'une certaine façon, rejoignent les grandes lignes éthiques de la psychanalyse dans leur façon de parler. Oui, Dominique. Moi, je pense qu'il y a plusieurs choses que je voulais dire. Premièrement, il y a tout le travail sur l'image du corps et donc sur la psychomotricité, Oui. qui est très, très important, d'autant plus que les travaux d'Annick Beaulieu, suite aux travaux de Geneviève Hague, montrent qu'il y a des mouvements généraux anormaux chez les fœtus. On peut les mettre en évidence par les systèmes radiologiques. En fait, les mouvements généraux, c'est ce qu'il y a avant la motricité volontaire. Et donc, ça correspond au fœtus et ça correspond à l'enfant entre 2 et 4 mois, entre la naissance, et c'est spécifique entre 2 et 4 mois. Et il y a des anomalies qui sont repérées dès ce moment-là, parce qu'il y a déjà beaucoup moins de mouvements généraux qu'un enfant qui aura un développement normal. La seule chose qui est tout à fait étonnante, c'est que c'est des symptômes qui sont en commun avec l'arriération. Donc ça, c'est quand même, c'est une vraie question. Alors ça, la psychomotricité est essentielle, parce qu'ils ne peuvent pas intégrer l'image du corps en entier, et donc il y a des angoisses de liquéfaction, il y a le fait que très souvent, quand le langage n'est pas là, c'était une manière de travailler avec eux de façon très précoce. Donc la psychomotricité doit être mise, à mon avis, en travail parallèlement avec les thérapies analytiques. L'orthophonie aussi. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que les films familiaux, moi, dans ce que j'ai compris, c'est pas la même chose que l'observation des stervites, dans le sens que c'est des films qui ont été pris par les parents et qui, je crois, tous les cas, il faudrait vérifier, mais ce que j'ai compris, c'est des films dans l'après-coup. Et donc, c'est-à-dire que les gens font des films et à un moment donné, quand l'enfant, il est évident qu'il est autiste, on va les regarder dans un après-coup, les premiers films où il a été pris dans les relations primaires avec les parents. Qu'est-ce que ça a montré? Ça, c'est Préau, alors, oui. dont tu parles. Oui. Non, il y a une étude italienne. Non, il n'y a pas. Mais chez Préau aussi. C'est Préau. Non, mais il y a deux cas. Il y a le cas que tu décris, effectivement, sont des films familiaux spontanés, et dans l'après-coup, on les utilise scientifiquement. Et il y a ceux qui sont commandés d'emblée et qui sont avec des familles qui acceptent, je dirais. Oui, mais il faut déjà qu'il y ait le diagnostic d'autisme. Non, il faut qu'il y ait une potentialité, pas nécessairement un diagnostic. Oui, maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une présomption d'autisme, mais dans les tout premiers mois de la vie. Dans les tout premiers mois de la vie, et on a une présomption d'autisme, et à ce moment-là, il y a des films familiaux qui sont. Et là, on rejoint un peu. Non, ce que je voulais dire, Esterby, tu as raison, c'est pas Esterby. Oui, pardon. Je n'ai pas fini. Donc, qu'est-ce qu'ils ont dit sur les films familiaux, c'est que déjà les parents reconstruisaient l'histoire. Et ils reconstruisaient l'histoire en s'incluant comme coupable. Et donc, ils reconstruisaient en disant j'ai raté tel truc et tel truc, alors qu'en fait, bien avant, les anomalies étaient là, bien avant les événements qui subjectivement les mettaient comme coupables.
moi, j'ai trouvé ça super intéressant. Parce que dans le travail qu'on fait avec les parents, on travaille sur la subjectivation. Et même quand on est bien persuadé, comme moi, que ça dépasse la relation primaire mère-enfant, mais qu'au contraire, il faut aider, il faut s'en faire des alliés, parce qu'eux aussi, ils ont une connaissance extrême de l'autisme et qu'ils ont besoin d'être aidés là-dedans avec leur enfant, eh bien, on s'aperçoit qu'ils ont essayé, qu'ils se sont découragés, comme tu l'as dit, mais surtout qu'il y a un processus de subjectivation parentale où ils se sentent coupables. Même si toi, tu ne les rends pas coupables, ils parlent de leur culpabilité. Et leur culpabilité, ils ont mal fait une chose. Bon, quand t'es parent, je ne sais pas comment tu peux toujours bien faire des choses. Hein, il y a toujours un moment où tu ne fais pas ce qu'il faut. Et ils en font une étiologie subjective. Et c'est vrai que c'est intéressant comme découverte quand même. Alors que les animalistes sont avant. Et alors, la deuxième chose aussi, c'est que dans le transfert, je trouve que Malval l'a très bien détaillé. C'est-à-dire que à un moment donné, le thérapeute psychanalyste va devenir l'équivalent d'un objet autistique. C'est ce qu'il appelle un objet autistique complexe. Et au fond, c'est d'abord en se faisant l'objet comme un objet autistique qu'on va arriver finalement à devenir un objet autistique complexe. Et ça, je crois que entre l'enfant qui arrive, qui a un autisme décalaire tout à fait classique, où tu t'aperçois que dès que tu retournes les yeux, il va te regarder furtivement, et dès que tu le regardes, il va s'éloigner. Au bout d'un moment, il va prendre ta main pour faire des trucs, et au bout d'un moment, tu vas devenir son objet autistique. Et c'est ça le transfert autistique au départ. C'est que tu deviens son objet autistique. Alors que dans la psychose infantile, en fait, au départ, c'est plutôt une individuation où tu as une relation adhésive, effectivement. Enfin, on dit que c'est l'identification protégée et que l'identification adhésive, c'est l'autisme. Mais en fait, quand même, tu as un contact rapide, mais qui n'est pas différencié dans la psychose. Oui, c'est le contexte symbiotique. Mais moi, ce que je voulais dire à partir d'Esther Wick, parce que c'était l'importance de l'observation. C'est ça que je voulais dire. Oui, c'est-à-dire que beaucoup de psychanalystes ont rejeté l'idée de l'observation. Alors, en fait, on se rend compte que l'observation est très importante. Hein? L'observation est très importante pour faire avancer les connaissances. Elle est très importante pour faire avancer les connaissances. Et évidemment, ce n'est pas le même protocole qu'Esterbeek, elle est dans les familles, on connaît ça tous très bien, mais c'est l'idée de l'observation, c'est-à-dire pas simplement le recueil des données qu'on nous donne dans les entretiens. L'observation en tant que telle. Et c'est quelque chose qui est bon. Alors, il y a Brazelton a fait encore plus d'observations, etc. Toutes ces observations ont été extrêmement utiles à la recherche. Et du coup, les psychanalystes s'y sont mis, et Préau, tout particulièrement, a joué un rôle très important. Et qui est la richesse, justement, des psychanalystes qui ont abandonné la question étiologique, qui est pour l'instant de toute façon non résolue, et qui se sont intéressés, je dirais, à la clinique et à la recherche. C'est ça, là. Il y a trois choses, la recherche, la clinique et la thérapeutique. J'aurais aimé juste aussi, ne pas m'étendre, parce qu'il y a beaucoup de points sur lesquels je suis, disons, pas un désaccord, mais plutôt que j'interroge. Question d'objet autistique, je l'interroge vraiment. Quand un enfant prend la main, c'est déjà un esquisse des quelque chose que le thérapeute peut utiliser, peut penser comme transfert, mais je ne sais pas s'il devient un objet autistique, le thérapeute, mais juste une prolongation du corps. Oui, mais c'est ce qu'il dit. Oui. Et il devient l'objet autistique après ça. Malval, oui. Mais sauf que, voilà, c'est une dénomination qui, pour ma part, ça ne me convient pas. Mais en tout cas, dans quelque chose que je voulais te dire de ce que tu as dit, qui me semble très importante et que tu as tu as souligné dans l'introduction de ces livres
auquel tu fais référence, c'est que le psychanalyste apporte aux personnes autistes, c'est la dimension de la souffrance. Cette dimension identitaire des autistes adultes semble venir, bien sûr, avec un fond politique, des discours politiques, socio-économico-politiques, semble venir compenser cette souffrance ou bien la dépasser, lui permettre un dépassement de cette souffrance infantile dont tous les thérapeutes qui travaillent avec des enfants qui ont un rapport autistique au langage, autiste au langage, mettent en avant et qui est une souffrance terrifiante. Oui, mais je suis complètement d'accord. C'est-à-dire que tous les anciens autistes qui étaient qualifiés comme ça par les psychanalystes, qui sont en fait des autistes, qui gardent dans l'hypothèse que ce serait une structure, restent dans cette structure autiste, même s'ils font des écrits, ils témoignent de leur souffrance, ils témoignent à quel point qu'ils étaient enfermés dans une souffrance, etc. Et je dois dire que qu'est-ce que c'est que cette histoire de souffrance psychique? Est-ce que c'est un déni? C'est un déni. Il faut invisibiliser cette souffrance. C'est ça qui est important. Il faut l'invisibiliser. Il ne faut pas qu'elle soit visible. Et donc, c'est parce qu'elle est insupportable. Il suffit d'interroger un peu les parents d'autistes pour savoir à quel point l'idée que leur enfant est dans une souffrance psychique, qu'ils sont impuissants à l'apaiser, est intolérable. C'est absolument intolérable. Et moi, je me souviens d'avoir été à une réunion où il n'y avait que des parents d'autistes et des autistes qui étaient sortis, je dirais, de leur mutisme, qui avaient évolué et qui témoignaient. Et il y avait des parents qui avaient des enfants qui étaient encore dans cette phase, je dirais, très profondément autistique. Et les parents qui avaient ces enfants dans cette phase-là demandaient vraiment de façon insistante aux enfants qui étaient maintenant des jeunes adultes ou des adolescents, mais quand vous ne parliez pas, quand vous n'arriviez pas, est-ce que vous souffriez, est-ce que c'était horrible pour vous, etc. Et ce qui était étonnant, c'est qu'il y en a un qui a dit oui, et puis il y en a un ou deux qui ont dit je ne me souviens pas. Je me souviens pas. Il y avait un processus de refoulement qui était arrivé. Mais ce qui était la preuve qu'il y avait quelque chose. Et quand on lit le Baron, qui a écrit le livre avec sa mère, là, quand on lit même Temple Grandin, elle explique bien, Donna Williams, c'est des témoignages, et Berger Céline encore plus, à quel point ils sont dans la souffrance et dans l'angoisse. Et que donc, quand certains, je dirais, responsables se moquent des psychanalystes parce qu'on ose parler d'angoisse archaïque, je pense qu'il ferait bien de lire les témoignages des autistes pour voir que nous ne sommes pas si à côté de la plaque que ce qu'ils pensent. Mais c'est une invisibilisation, c'est un déni. C'est pas, comme le disait très justement notre ami Tisseron, il ne faut pas confondre le biais cognitif et le déni. C'est-à-dire un biais cognitif, ça peut être corrigé. Je suis contre le vaccin. Bon, alors on va vous donner des arguments qui vont vous faire comprendre que vous avez peut-être intérêt à vous vacciner. Donc, si on a un biais cognitif, on peut le corriger parce qu'on est sensible à la rationalité. Un déni, il faut toujours aller donner des arguments. Quand vous avez affaire à un déni, il faut s'y prendre un peu autrement qu'en expliquant avec des arguments rationnels. Donc, je pense qu'on est dans une phase où les gens qui sont... il y a la résistance à la psychanalyse dont parlait Freud, qui est évidemment générale, mais dans le cas spécifique des parents d'autistes ultra, je pense qu'on est dans le déni de la souffrance psychique. Et c'est dans la contribution de Sadoun et de Philippe Reliquet, etc., des quatre parents d'autistes qui ont participé à l'ouvrage là, sur ce que les psychanalystes apportent. Tous les quatre témoignent à quel point leur travail psychanalytique personnel leur a permis de supporter cette souffrance psychique de leur enfant et de ne pas être dans le déni, justement. Ça, c'est énorme, c'est énorme.
Ça, c'est le travail des psychanalystes avec les parents dont tu parlais. Mais Ça, c'est le propre du transfert et de la reconnaissance du transfert d'un n'importe quelle thérapeutique. Quand tu parlais des psychomotriciens, donc des psychomotriciens qui ont comme référence le transfert et la théorie analytique, sans pour autant faire de la psychanalyse. C'est justement le b.a.-ba, la dynamique du transfert. C'est-à-dire, c'est que le transfert apporte comme érotisation dans la vie psychique. Ça ne veut pas dire qu'il faut érotiser les transferts, puisque le transfert est érotisation et éros. Donc, il y a quelque chose là qui me semble, justement, c'est que tu parles de déni. Alors, il faudrait justement opposer. Les dénis, c'est de l'immobilisme psychique. Donc, le déni, on sait très bien que c'est un mécanisme qu'on rencontre dans les. C'est pas la croyance, hein, le déni, c'est encore autre chose. Mais on peut pas l'attaquer comme ça par la rationalité. C'est très compliqué. On a affaire à des gens qui sont dans le déni et qui sont en plus se sont accrochés à ce que Freud désignait très bien comme étant les résistances à la. Il y a une double blessure. Il y a la blessure narcissique de la psychanalyse et la blessure narcissique que peut infliger les psychanalystes en parlant de souffrance. C'est insupportable. Et souvent, ça donne lieu à des. Tous les coups sont permis. Tous les coups sont permis pour éviter de reconnaître ça. On va peut-être voir s'il y a des collègues qui sont derrière leur ordinateur, qui ont des questions, ah oui, des il y en a remarques. pas mal d'ailleurs. Ouais, attends, on va mettre ça. Je voulais faire une remarque. Oui. Je voulais juste interagir, disons. Karine Figariquien. Donc, Bonjour Karine, bonjour, bonsoir. Bon, donc j'ai travaillé pas mal avec des enfants autistes, moins dans des psychothérapies individuelles que dans l'institutionnel. Mais en t'écoutant, je me disais, en riant intérieurement, je me disais au fond, les autistes, ils sont en train de dire qu'ils sont des militants de la structure, d'une certaine manière, par le fait qu'ils veulent absolument faire identité de cette question d'autisme. C'est juste comme ça, parce qu'en fait, d'une certaine manière, la structure, c'est donc très lacanien, c'est une façon de voir. On ne passe pas d'une structure à une autre, on évolue dans sa structure. Mais aussi, c'est une façon de ne pas pouvoir d'être différent, de proclamer la différence. Et justement, dans la question du transfert, il me semble qu'il y a des moments, ou en tout cas, il y a beaucoup de moments où on a l'impression de vivre des choses proches, pareilles, on peut s'identifier. Bon. Est-ce que, enfin, c'est des petites réactions comme ça que j'ai eues sur la structure. Côté, il me semble aussi qu'il y avait des apports de Tostin qui étaient très intéressants sur le fait qu'il y avait peut-être des pathologies où il y avait un noyau autistique, comme par exemple dans l'anorexie, quelque chose qui n'avait pas été touché, hein, le signifiant, quelque chose qui est resté. Et je trouvais, moi, ça m'a beaucoup aidé en écoutant des anorexiques. Et donc, il y a des passages comme ça, des passages que la structure empêcherait de penser, peut-être. C'est une question. Hein. Et la deuxième remarque, c'est de Ligny. C'est à propos du livre de Catherine Perret, qui décrit donc le travail de Deligny. Et j'ai eu un moment où j'ai réagi à ce passage, qui était qu'en fait, lui, il partait du principe qu'il fallait suivre toujours l'autiste. Toujours le suivre dans ses affinités, dans ses objets, mais jamais penser qu'il y avait une ébauche d'adresse, ou en tout cas jamais proposer qu'il pourrait y avoir une ébauche d'adresse. Et là, je dois dire que c'est l'inverse de ma façon de penser. Et voilà, dans le transfert, c'est-à-dire que moi, j'ai tendance plutôt à proposer qu'il y a quelque chose qui, chez moi, a réagi ou qui a une adresse possible ou qu'il est peut-être en train de dire quelque chose. Ou voilà.
Deligny ne fait pas du tout comme ça. Et ça m'a un peu étonnée, comme on n'a pas eu l'occasion de discuter autour de ce livre, tous ensemble. Je sais que j'ai retenu ça comme une question. Je pense qu'il faut suivre, il faut être extrêmement attentif, il faut suivre, mais il y a un moment où on a envie d'y aller, quoi. Oui, mais enfin, je ne crois pas que Deligny ne suivait pas, hein. Il ne psychologisait pas les choses. C'est ce qui était différent. Oui. C'est vrai qu'on a tendance à psychologiser un peu trop quelquefois quand on suit et dire tu fais ça parce que ça, et parce que voilà, on doit donner tout de suite du sens aux choses. Ça me fait ça. Ou tu me dis peut-être ça. Mélanie Klein, elle n'arrête pas de donner du sens à tout ce que fait le malheureux Dick. Oui. Non, je crois que tu as raison. Je pense que la méthode qui est la mieux, je dirais, retenue actuellement, ce sont des propositions, mais avec beaucoup de tact. C'est-à-dire, il ne s'agit pas, mais qu'on ne peut pas simplement se contenter d'attendre que le signifiant tombe du ciel. Hein. Je pense que le transfert tombe du ciel non plus. Il faut vraiment essayer d'amorcer. Et comme on sait qu'ils en ont envie, en fait, les autistes, ils en ont envie, quelque part, d'entrer en contact, à condition qu'évidemment, on n'arrive pas avec les gros sabots de l'autre, du désir de l'autre, pour reprendre Lacan. Si on arrive avec les gros sabots du désir de l'autre, on va se faire ramasser. Mais si on arrive avec quelque chose de propositionnel et de tact, et surtout d'adapter aux affinités de l'enfant, et pas trop adapté aux affinités de l'enfant, parce que quand on voit les témoignages, par exemple, de ce que racontait Donna Williams, elle explique bien que quand on était trop gentil avec elle, elle ne supportait pas. Elle supportait pas. Au fond, le désir de l'autre, c'est pas nécessairement c'est pas. Oui, oui, tout à fait. Elle dit, c'est au fond, dès qu'on manifestait quelque chose qui était justement de l'ordre de, je dirais, de la tuquée, quoi, la surprise de la rencontre, la surprise de l'affectivité, de la subjectivité, ça lui était insupportable. Elle raconte ça de toute façon très, très, très clair. Il faut lire son livre, enfin ses livres, parce qu'il en a écrit plusieurs. Enfin, c'est un peu répétitif au bout d'un certain temps. Alors, bon. Merci. On va peut-être prendre encore une question ou une remarque, si on a une. Bon. On va rajouter quelque chose, peut-être ? Non, je pense que j'ai dit à peu près ce que je voulais dire, et je rappelle que la psychanalyse influence de plus en plus un certain nombre, sans le savoir, les gens reprennent des choses de la psychanalyse, le cas par cas, travailler avec les affinités, la souffrance psychique, etc., mais à condition que ce ne soit pas des psychanalystes et que ce ne soit pas des psychanalyses, évidemment, ça passe mieux. Mais ça prouve qu'on a eu raison de laisser la vague comportementaliste s'épuiser d'elle-même, car vous savez que les 35 structures là, qui ont été montées il y a 7-8 ans et qui prétendaient pouvoir organiser, permettre que les enfants, grâce à la méthode ABA, soient à 47% réintégrés à l'école. Il s'est avéré que d'après les derniers chiffres, en fait, c'est 3%. 3% qui ont réussi, donc avec en plus un prix de journée et je veux dire, un taux de TP par enfant bien supérieur à ce que font les institutions associatives et publiques. Donc, on sait très bien maintenant que ça, c'est en dehors des conflits d'intérêts, je pense que plus personne de sérieux et de scientifique ne défend l'intérêt majeur de ces méthodes. Elles ont leur intérêt pour certains enfants, c'est indiscutable, mais elles sont de plus en plus décriées et de plus en plus, je dirais, les études sur lesquelles elles se fondent sont de plus en plus considérées comme biaisées et en plus, elles sont très onéreuses pour les contribuables en général.
et elles sont décriées surtout par les autistes eux-mêmes qui sont passés par là et qui expriment. Donc, moi, je pense qu'il y a une opportunité. Il ne faut pas être trop optimiste, mais je trouve que c'est une période intéressante qu'on n'a pas connue depuis 30 ans et qui s'ouvre maintenant. J'espère que la prochaine échéance, vous savez que l'HAS, je terminerai là-dessus, l'HAS va renouveler ses recommandations et c'est un enjeu politique, culturel, majeur et sociétal, je dirais, sociétal, majeur. Bon, alors, en avant-première, il y a l'examen de la méthode des 3I, et je suis le 3 février convoqué à l'HAS pour discuter, entre guillemets, avec les experts sur l'intérêt scientifique de la méthode des 3I. Je tiendrai au courant. Oui, et puis il y a eu quelque chose là qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a des associations de parents qui sont intervenues auprès de la HAS pour réclamer que les équipes dans le médico-social ou dans le sanitaire suivent les recommandations au pied de la lettre. Et l'HAS a fait une réponse complètement négative. Oui, je sais, Pierre Viennot a fait diffuser effectivement la réponse de l'HAS. Je l'ai diffusée, moi, dans ma vie de diffusion. Et c'est vrai qu'un certain nombre de gens voudraient que les recommandations de l'HAS soient un code de procédure pénale. Ouais. Il faut du zèle. Et en fait, ce sont les données de la science dans un consensus entre experts qui sont tous du même bord. Et à une époque donnée. Et du coup, on garde la liberté comme praticien, on garde la liberté quand même au cas par cas d'ajuster les choses en fonction de la réalité clinique. Ça, c'est important de le rappeler parce que sinon… Oui, mais ce n'est pas tout à fait ce qui se passe sur le terrain. Ce n'est pas ce qui se passe sur le terrain parce qu'on sait très bien que l'administration a tendance à réduire, à formaliser un peu plus les choses, mais c'est la réalité juridique. Donc, ça peut être opposé de façon claire aux gens qui voudraient imposer aux administratifs, ils ne sont pas tous de ce bord, il y a des administratifs remarquables qui veulent imposer ça comme un code de procédure pénale. Mais bon… Il faut savoir qu'au CNPP continue à arriver des enfants avec des diagnostics précoces d'autisme faits par les centres spécialisés Aura 77 ou autres, et ils s'adressent au CNPP pour être pris en charge de manière interdisciplinaire. Donc, oui, bien sûr, mais de toute façon, là, ce qui est prévu… Ouais. Sans compter le rôle joué par l'école, parce que l'école joue un rôle maintenant de plus en plus important dans le diagnostic et comme plateforme. L'école est devenue une plateforme. Donc, Non, mais tout le monde s'accorde sur le dépistage précoce, c'est sûr. Mais faut-il encore savoir comment dépister, qui dépister, et après, qu'est-ce qu'on en fait? Parce que s'il s'agit de dépister, donner un peu d'argent, comment ils ont fait au Québec, ils ont des forfaits, du coup, ils utilisent leurs forfaits, puis au bout de 3-4 ans, ils n'ont plus d'argent, et du coup, ils restent à la maison. Et puis, il y a le nombre d'enfants sans solution. C'est absolument hallucinant. Dans la Seine-Saint-Denis, il y a un nombre incalculable d'enfants sans solution. Alors, 14 aussi. Si en plus ils ont le luxe de fermer les institutions qui s'occupent d'enfants autistes sous prétexte qu'elles sont pas, qu'elles suivent pas à la lettre les recommandations de l'HAS, il va y avoir encore plus d'enfants sans solution. C'est un désastre pour les parents, c'est un désastre. Voilà. Bon, merci de m'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup, merci. Voilà, qui dit merci? Véronique. Véronique Trébuchet, qui est là. Voilà, il y a monsieur et madame Demiot. Ah oui, Alain. Merci Mireille, merci. Bon, écoutez, à la prochaine. Oui. C'est samedi à quelle heure, Pierre? Il est parti, Pierre? C'est à quelle heure? Je mets mon micro. Oui, samedi à 2h30.
Tu peux rappeler le programme? 14h30. Hein? Tu peux rappeler le programme? C'est avec Annie Couters qui a travaillé avec le schizophrène et qui ont fait un livre ensemble. Hein, Madame l'être d'une psychanalyste, d'une schizophrène à sa psy. Et c'est une expérience très singulière, très intéressante. Bon, et peut-être qu'après ce soir, on pourra peut-être faire quelques échos d'ailleurs. Même si la schizophrénie n'est pas l'autisme, il y a tout de même quelques points qui peuvent se rapprocher dans la façon en particulier de souffrir sans pouvoir dire, sauf quand on arrive à écrire un livre, par exemple. Voilà. Donc 14h30, bon, ce sera. Il y aura quelques-uns sur place et puis un Zoom. Une visio. Et ce serait jusqu'à quelle heure? Ce serait jusqu'à quelle heure à peu près? Je ne sais pas, vous comptez sur 2 heures au maximum. Oui. D'accord, ok. Voilà. Merci, bonne soirée. Bonne soirée. Merci Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Patrick, Oui. oui, c'est Mireille. Est-ce qu'on pourra savoir si les journées du cercle freudien vont être en On vous vidéo? dira ça d'ici la fin de la semaine. D'accord, merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci.